Après dîner, l'empereur, qui avait à peine mangé, a essayé de nous lire dans un accord 6 la séance de l'Académie. Son accent et toute sa personne n'avaient ni la force ni le feu ordinaire. Contre sa coutume, il a fini son analyse, son observation. Il s'est retiré aussitôt que le chapitre a été terminé. Madame la maréchale Lefebvre, 18. L'empereur continuait d'être souffrant au retour d'une promenade en calèche. Il s'est mis au bain, il m'a appelé. Il y est devenu gai. Nous avons causé avec la plus grande liberté jusqu'à 8h30. Il a voulu dîner dans son cabinet et m'a retenu les lieux, le tête-à-tête, l'élégance du service et la propreté de la table me donnaient, en disais-je, l'idée d'une petite bonne fortune. Il en a ri, il m'a beaucoup questionné et fait causer sur Londres. Mon émigration au prince, l'évêque d'Arras, il revenait lui-même sur les principes à l'époque de son consulat. Il en donnait des détails et des anecdotes bien curieuses. De là, nous sommes passés à l'ancien cours, à la nouvelle. Beaucoup de ces choses ne sont rien que des répétitions. Je crois les avoir déjà mentionnées ailleurs. D'autres qui ne sont qu'indiquées dans mon manuscrit demeurant désormais perdu. Voici seulement ce que j'ai transcrit comme nouveau. Je me suis trouvé égayé l'empereur avec les anecdotes et les coq à l'âne prête gratuitement, nous dûtes à Madame la maréchale Lefebvre, qui pendant longtemps a joui du privilège de faire les gorges chaudes de nos salons et même des Tuileries. Je m'en étais donné, disais-je, tout comme un autre, jusqu'à ce qu'un jour je m'interdis à jamais en apprenant un trait d'âle qui éprouvait l'élévation de ses sentiments autant que la bonté de son cœur. Madame Lefebvre, femme d'un soldat au cœur et par conséquent d'un état à l'avenant, curait elle-même gaiement et volontiers au devant de ses souvenirs et même de ses occupations manuelles de cette époque. Elle et son mari se trouvaient dans ce temps avoir donné des soins domestiques à leur capitaine, le marquis de Valadi, parrain de leur enfant et fameux dans la défection des gardes, non affameux encore dans son fanatisme des républiques et de la liberté que ne les privait pourtant pas de certains sentiments généreux, car membre de la Convention, il a paru peut s'être opposé à l'exécution de Louis XVI, qualifiant hautement cet acte de véritable meurtre. Ajoutons de la meilleure foi du monde qu'il était déjà assez malheureux d'avoir été roi, puis qu'on songeait à lui infliger d'autres châtiments. La veuve de ce député aurait dû de son émigration reçu tout aussitôt les offres et les soins les plus touchants de ménage Lefebvre, parvenu alors à un haut degré de splendeur et de crédit. Un jour, Madame Lefebvre accourut chez elle et dans son langage usité. Mais savez-vous, lui dit-elle, que vous n'êtes pas bon et que vous avez bien peu de cœur entre vous autres gens comme il faut. Nous, toutes bêtement soldats, nous en agissons mieux. On vient de nous apprendre que M. Untal, un de nos anciens officiers et le camarade de votre mari, vient d'arriver de son émigration et qu'on les laisse ici mourir de faim. Ce serait grande honte. Nous craindrions, nous autres, de l'offenser si nous venions à son secours. Mais vous, c'est autre chose. Vous ne pouvez que lui faire plaisir. Portez-lui donc cela de votre part.
et elle lui jeta un rouleau de 100 louis ou 1000 écus. Sire, depuis ce temps, disais-je, je n'ai plus eu envie de me moquer de Madame Lefebvre. Je n'ai plus senti peu qu'une vénération profonde et je m'empressais de lui donner la main aux Tuileries et je me trouvais fière de la promener dans vos salons en dépit de tous les qualibets que j'entendais bourdonner au-dessus de moi. Nous avons parcouru alors un grand nombre de rapports de bienveillance exercés par les nouveaux parvenus en faveur des anciens réunis. Et c'était beaucoup de traits à l'événement, entre autres les galanteries recherchées, peut-être de celui qui est de simples soldats parvenus au grade de maréchal ou de haut général. Je ne me souviens plus. Se procura un jour la satisfaction dans sa splendeur nouvelle de réunir en dîner de famille son ancien colonel et 4 ou 5 officiers du régiment qui, très revêtus de son uniforme primitif et n'employant vis-à-vis d'eux que les mêmes qualifications dont ils s'étaient servis autrefois. Et voilà pourtant, observait l'empereur, la vraie manière d'atteindre la fureur des temps. Car des pareils procédés doivent nécessairement créer des grands échanges de bienveillance réciproque entre les parties opposées. Et il est à croire que dans ces derniers temps, les obligés auront obligé à leur tour, ne fût-ce que pour demeurer quitte. Ce mot de quitte me rappelle une traite caractériste de l'empereur qui doit trouver ici sa place. En général, dans son département, s'était rendu coupable d'excès qui portait devant les tribunaux, devant lui coûter l'honneur, peut-être la vie. Oh, ce général avait rendu les plus grands services à Napoléon dans la journée des Brumaires. Il mande le général, et après lui avoir reproché ses infamies, toutefois lui dit-il, vous m'avez obligé de ne les point oublier. J'ai peut-être outrepassé les lois et manqué à mes devoirs. Je vous fais grâce, monsieur. Allez-vous-en? Mais sachez que, comptez aujourd'hui, nous sommes quittes. Désormais, tenez-vous bien. J'aurai les yeux sur vous.